Welcome, bienvenue sur OKLM Radio, l'émission qui parle de culture et de castagne. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 312 qui a eu lieu le week-end dernier à Sydney, en Australie. Et je vais donner mes 3 points, mais avant ça, vous inquiétez pas, nos problèmes, OKLM. On va parler de Duplessis, on va parler de Sean Strickland, Kevin Jousset, notre français, Weili Zhang, la suite, tout ça. Mais avant, s'il vous plaît, on met un petit like à la vidéo, on partage, on s'abonne, c'est important, ça donne beaucoup de force. Vous avez compris les enfants, on va parler que de MMA, le MMA FR, le MMA français, on va parler du UFC, de l'action quotidien, les news, tout ça. Je vais créer une page dans les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Insta, et il y aura même une création de site. Donc ça va me prendre beaucoup de travail, mais n'hésitez pas, si vous voulez vraiment suivre l'actu MMA, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Voilà, parenthèse. Maintenant on va parler sur l'UFC 312, ce que j'ai dit en préambule. Je vais donner mes 3 points. Je vais pas parler de toute la carte, prélim, la carte principale, de tous les combats, parce qu'honnêtement, y a plein de combats, c'est en Australie, c'est au bout du monde. Il y a plein de combats, plein de combattants qu'on ne sait pas d'où ils viennent, c'est qui. On va parler simplement des plus bling, des plus attirants entre guillemets, ceux qui nous intéressent. Donc je vais commencer par mes 3 points. Alors mes 3 points de l'UFC 312. La deuxième défaite à l'UFC de notre français Kevin Jousset, qui m'inquiète un peu quand même. Deux défaites d'affilée. Pour notre Kevin Jousset, ça m'inquiète un peu. On va faire le tour façon. Deuxième point, la masterclass de Weili Zhang. Vraiment, elle prouve combat après combat, année après année, qu'elle est au-dessus de tout le monde dans cette KT. Et mon troisième et dernier point, c'est Strickland. Mon troisième point, je pense que Sean Strickland, l'américain, là, contenders numéro 1, il est venu à Sydney que pour faire un speech en conf de presse. Honnêtement, je pense qu'il a voyagé des États-Unis jusque Sydney pour juste faire une conf de presse, parce qu'à part ça, on n'a rien vu du tout. Sa conf de presse, elle a fait plus parler, plus de buzz que son fight face à DDP. Donc voilà. Hop, on va commencer par Kevin Jousset, par notre français national. Alors, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai vu Kevin Jousset prendre le couloir de l'octogone là, avant qu'il se déshabille et tout. Je le vois rentrer en premier. Ok, je le vois rentrer en premier, coin bleu. Ok, le gars face à qui il va combattre, à mon avis, il est au-dessus de lui dans les rankings UFC. Donc je vois Kevin Jousset, il salue son coin, il monte dans la cage, il va dans son coin bleu, et boum, son adversaire, l'Australien Makalev, là, il rentre, boum, et on voit que c'est ses débuts à l'UFC. C'est son premier combat à l'UFC, d'accord ? C'est la première fois que le gars il rentre dans la cage, dans l'octogone de l'UFC. À part ça, il n'y avait jamais mis, et il est passé par les Contender Series. Il a gagné son contrat en faisant les Contender Series. On sait que les Contender Series, entre guillemets, ça compte pas dans tes rankings. C'est juste une équipe face à une équipe où tu dois combattre, et si tu arrives au bout, tu enchaînes plusieurs combats et jusque tu arrives au bout, et si tu gagnes le gros lot, tu as un contrat, tu as de l'oseille plus tu as un contrat UFC. C'est la nouvelle porte d'entrée, si tu veux, pour les nouveaux combattants UFC, et ça, les short notice. Et ce mec là, l'Australien, est rentré par les Contender Series. Donc c'était son premier combat. Et là je bug un peu, je dis merde, Kevin, c'est un peu n'importe quoi. Le gars, il a 4 combats à l'UFC, 2 victoires, 2 défaites.
Et il rencontre un mec qu'on connaît pas, un nobody. Bon, même s'il était à 7-1, il me semble, 7-1 ou 7-0, son adversaire l'Australien. Le mec il débarque dans l'organisation numéro 1 mondiale et il est coin rouge. Il est coin rouge. Bref, bon. un truc chelou et bizarre. Ça m'a paru un peu voilà, sportivement pas correct. Bref, déjà rien que ça m'a interpellé. Après, on va revenir sur le combat. Bon, Kevin Jousset. Alors, ok, il n'y a pas de souci. C'est un Français, cocorico. Il y a le physique. On voit, hein, il y a en shape. Il y a du cœur, il est volontaire. Il donne tout, hein, quitte à, comme on dit souvent, à mourir dans la cage. Hein. Il y a le mental, il fonce, il n'y a pas de souci avec ça. Le mec, pendant les interviews, il est très sympatoche, il parle bien. Ça se voit, il n'y a pas le boulard, il est correct. Il est parti très jeune en Nouvelle-Zélande pour accéder à son rêve, pour monter à l'UFC et être un gros combattant MMA fighter. Il veut être au top du top dans cette discipline. Mais à part ça, les gars, à part ça, hein, et honnêtement, hein, ça me fait chier de le dire, hein, parce que c'est notre français. Hein, à part ça, bah, tu vois que techniquement, c'est pauvre ce qu'il nous propose Kevin. Franchement, c'est pauvre. Et je le redis, hein, ça m'énerve, ça me fait chier parce qu'il est français. Ça me fait pas du bien de dire ça, mais à un moment, il faut être objectif. Kevin Jousset, techniquement, ce qu'il nous propose, ces derniers combats, c'est très très pauvre. Honnêtement, c'est très 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 pauvre. Et tu vois clairement, il est dans une grosse KT aussi, 77 kilos, il y a du monde, 77, 70, 66, 61, c'est des grosses KT, c'est là où il y a beaucoup de rosters et il y a beaucoup de monde. Mais tu vois que, voilà, hein, honnêtement, ce qu'il nous propose pour l'instant, il n'y a pas le niveau pour être dans le top 15 de la catégorie. Honnêtement, il n'y a pas le niveau par rapport à ce qu'on voit. Je vais sortir des blazes, hein, de la catégorie. On va se rendre comme ça un peu. Ça va être plus concret. T'as des mecs comme Shamrat Rakhmonov. T'as des mecs comme Madalena. T'as des mecs comme Joachim Buckley qui vient de descendre de KT en 77 kilos et qui est sur un run magnifique. T'as des mecs comme Son Brady, des mecs comme Hardy Machado, l'Irlandais là. T'as des mecs comme le champion Belal Mohamed, Leon Edwards, Kamaru Usman qui est encore dans le top 10. C'est très très loin de ces mecs là, Kevin Jousset. C'est vraiment très loin de ce niveau là. Avec tous les blasts, tous les noms que je viens de vous donner dans la catégorie, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. C'est très chaud pour Kevin Jousset d'atteindre ce ranking-là. Attention, ce que je veux dire sur Kevin, c'est pas impossible. Je dis pas qu'il va jamais arriver top 15, top 10. Champion, non. C'est pas possible. Franchement, c'est encore trop loin. Il y a trop de gros blazes pour l'instant et ce qu'il nous propose, c'est chaud pour lui, tu vois. Il peut pas être champion. Il arriverait dans le top 15, ce serait magnifique. Et je dis pas que c'est impossible. Oui, c'est possible. Faut travailler, il y a du taf, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas du tout impossible. Il y a du taf clairement pour Kevin. Il pourra atteindre le niveau, je pense. Il pourra atteindre le niveau de ces mecs-là. Il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de taf. Honnêtement, il y a beaucoup de taf. Il y a un point aussi que je voudrais revenir sur Kevin Jousset. Et un truc que vous avez peut-être même vous rendu compte, hein, honnêtement.
Kevin Jousset, faut m'expliquer. Sur ses interviews de début de carrière, à RMC, tout ça, il a dit à tout le monde, hein, tout le monde le sait, qu'il venait du judo, qui a été à l'INSEP, qui a pratiqué un judo de haut niveau avec la crème de la crème du judo français. Et quand on regarde ses combats, est-ce que vous voyez un mec qui veut chercher des projections, qui cherche le clinch, qui veut amener au sol le mec quand ça va pas en striking? Est-ce qu'il fait pas, est-ce que vous voyez qu'il change pas de game plan entre guillemets, revenir sur son naturel? Non, on voit pas tout ça, on voit pas. Le mec, vous avez vu le fight samedi soir ou dimanche matin pour ceux qui l'ont regardé en replay comme moi. Eh ben, on voit que il ne cherche pas, c'était qu'un combat de kickboxing. On a vu que du striking, des high kicks, des middle, des high kicks, des middle, des directs du bras avant, des middle, des high kicks. On a vu que ça, que ça, que ça, que ça. Alors que le mec, il vient quand même du judo. On a vu un combat de kickboxing, que ce soit pour le Kevin Jousset ou son adversaire, là, l'Australien. Après, l'Australien, je sais pas c'est quoi son background, mais Kevin Jousset, il a dit à tout le monde, dans toutes les interviews qui est passé, à la base, c'est un ancien judoka de haut niveau, l'INSEP et toute la crème et toute la crème. Mais on voit sur ces combats, je sais pas, UFC Paris, on n'a pas vu. Week-end dernier, on n'a pas vu. Juste avant, c'était aux États-Unis, là, on n'a pas vu. On n'a rien vu de tout ça. On voit pas de clinch. Moi, ce que je voudrais voir, honnêtement, hormis un moment, le premier combat à l'UFC qu'il a fait chez lui en Nouvelle-Zélande, ou en Australie, je sais plus, moi je les confonds de toute façon, pour moi c'est kiff-kiff. Il avait gagné même par soumission, il me semble, étranglement arrière, c'est son premier combat à l'UFC, mais à part ça, il y a eu du sol, du scramble, à part ça, les 3 autres combats qu'il a fait, c'est que du striking. Et la preuve, il se fait down au premier round, à force de vouloir striker, envoyer des high kicks, et on voit, il n'y a pas la mobilité. Le mec, il est fort sur ses appuis, mais il n'est pas léger, il bouge pas, il n'est pas fluide dans une cage. On voit que, kickboxing, City Kickboxing, Adesanya, combattant élite du striking MMA à l'UFC, sparring partner de ce mec-là. À un moment, reviens à tes bases, Kevin, reviens, t'es pas Adesanya, merde, quoi, tu vois... non, reviens à tes bases. Faut revenir à un moment, à force de trop faire du striking, tu vas plafonner. Honnêtement, Kevin, tu vas plafonner. Moi, ce que je voudrais voir de Kevin Jousset, c'est, je sais pas moi, du clinch. Quand ça va pas, quand tu te sens un peu en danger en striking, que tu t'es fait down. Va chercher un peu le clinch, l'appréhension. Va chercher contact. Essaye de coller ton adversaire, de le ramener au sol, des double legs. T'es un judoka de haut niveau. Va chercher des hanchés. On voit jamais, même des tentatives. On voit pas. Kevin, non, ça va pas. Change. À un moment, faut changer, tu vois. Faut innover. Faut trouver quelque chose. Faut revenir à la base. Arrête de vouloir que striker. On a vu que ça. On a vu même à l'UFC Paris pendant 15 minutes que du striking. Alors que le mec, il nous vend que c'est un judoka de haut niveau, tu vois. Reviens à tes bases. Honnêtement, tu seras un meilleur combattant. Tu t'en fiches. Colle. En plus, le mec, il est physique. Il y a le physique pour. On voit que quand il touche, ça fait mal, qu'il est puissant, qu'il a de la force. Il est grand dans la catégorie. Il fait 1,86 ou 1,89. Tu vois, voilà, il est épais. Non, cherche un peu, reviens à tes bases, cherche un peu le sol, ramène-le, tu vois. Et je suis sûr qu'il serait un meilleur combattant si chercherait un moment
Les projections, les contrôles, grand endpoint, il y aura plus d'opportunités de finition dans ces combats et ce sera mieux pour lui déjà, pour sa team et pour l'organisation, tu vois. Euh, mais à un moment, trop de striking, tue le striking, quoi, tu vois. On aimerait bien voir du control cage, du clinch, des tentatives de hancher, tout ça, tout ça. Et on le voit pas. Moi, je suis persuadé qu'il pourrait aller encore plus loin dans sa carrière s'il chercherait un moment revenir à ses bases, tentative de... Et il serait plus complet, plus dangereux, plus imprévisible en plus. Et honnêtement, il y a le physique pour ça. Je le redis. Vas-y, c'est bon. City Kickboxing, Adesanya, à un moment, il faut changer, quoi. Il faut revenir à ton naturel, Kevin. Voilà. Maintenant, honnêtement, il y a du boulot. Il est sur 2 défaites d'affilée. La suite pour Kevin, il n'y a pas 1001 choses à faire. 2 défaites d'affilée. Il doit lui rester 1 ou 2 combats avant de... Attends, il y a 4 combats, 2 et 2. Ouais, il doit lui rester 2 combats en contrat UFC. C'est le moment de revenir, quoi. Il faut bien se remettre les idées claires, se poser les bonnes questions avec soi-même, avec son coach, avec sa team. Et faire le tour de ce qui va, de ce qui va pas, ce qui a changé, ce qui n'est pas changé. Revenir à la base, c'est vraiment essentiel. Patienter, attendre la prochaine date et faire une masterclass devant le board de l'UFC pour dire que mes 2 défaites là, c'était un quiproquo, tu vois. Peu importe, accepter, peu importe le mec qu'on vous donne, de toute façon, dans ventre mou comme ça, hors top 15, on n'a pas le droit, entre guillemets, à la parole. On peut pas dire non, je veux pas lui, je veux un tel. Tu vois, faut suivre le chemin comme tout le monde, progresser dans le ranking. Et après, une fois que tu as un bon blast dans cette division, accepter des noms ou pas, tu vois. Mais bonne chance à lui, de toute façon on a foi en lui et on a hâte que, moi qui me fasse démentir, Kevin, honnêtement. Là on va parler maintenant de Weili Zhang. Weili Zhang, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Weili Zhang, elle démonte tout sur son passage depuis X temps. Cette meuf-là, c'est un big problème dans cette KT. Et honnêtement, je vois personne et je vois pas ni quelqu'un lui arriver à la cheville, tu vois. Je vois aucune personne dans la catégorie lui faire un peu de tort, la mettre à mal. Je vois personne. Je pense, moi je vais dire, écoute vraiment bien ce que je vais dire. Je pense qu'elle perdra sa ceinture, Weili Zhang, le jour où elle arrêtera sa carrière. Le jour où elle arrêtera sa carrière, elle dit tenez, après un fight, je pose mes gants, je pose la ceinture. J'ai fait le tour du monde dans cette KT, j'ai mis tricard tout le monde, j'ai fait le tour du globe, c'est bon maintenant, elle a déjà 35 ans, 33 35 ans, je sais plus exactement, bref, elle est plus en fin de carrière qu'en début. J'arrête ma carrière, j'ai fait le tour, c'est bon. Mais à part ça, si elle fait pas ça, je vois pas qui peut la déranger. C'est pas peut gagner, peut la déranger dans la KT. Elle ridiculise tous ses adversaires. Elle est tellement forte qu'elle fait passer ses adversaires comme des amateurs, comme des débutants. Pourtant, honnêtement, quand tu regardes, c'est pas vrai. Ces adversaires, c'est du solide, ils sont costauds. C'est pas des débutants du tout. Mais quand tu combats des filles comme Carla Esparza, Joanna Jedrzejczyk, Amanda Lemos, Rosas Namajunas, ce week-end-là, l'américaine Suarez, solide Suarez, c'est pas parce qu'elle a rien fait que c'est une invaincue déjà en carrière.
Gros background de lutte. Elle a pratiqué un lutte à l'université à un gros niveau. Hein. Elle est ceinture violette ou marron de JJB, tu vois. Elle connaît quand même hein, le sport de sol et tout. Elle connaît. Hein. Elle a gagné les Contenders aussi, un contrat à l'UFC. Invaincue en carrière, c'est du solide. Hein. On ne va pas donner une chaussette. Hein. On ne va pas donner une pipe. Hein. Mais tu vois que Weili Zhang, tellement elle est au-dessus de tout le monde. Hein, les noms que j'ai donnés déjà, voilà, ça en dit long. Elle inhibe tous ses adversaires. Limite, c'est un sparring d'échauffement pour elle. Tu sais, quand elle arrive à la salle, elle enlève son survêt, ses baskets, elle met ses gants, tout. Elle fait ça à l'avant, à l'arrière, et elle prend un sparring, tu vois, d'échauffement. Tu vois, elle le fait en défendant sa ceinture. Weili Zhang est très très costaud. En 12 combats à l'UFC, elle a qu'une seule défaite, la meuf. Qu'une seule défaite. C'était face à Namajunas, Rosas. Mais elle a pris sa revanche. Elle a gagné le second fight. Mais à part ça, en 12 combats à l'UFC, elle est invaincue, la meuf. Et elle fait masterclass sur masterclass quand elle combat. En 12 combats à l'UFC, elle a 5 finishes, 5 soumissions et 5 décisions, 5 finishes, pardon, entre soumission et KO, TKO. Et elle a 5 décisions unanimes. Unanimes, tu vois, il n'y a pas photo. Elle est sur 5 victoires d'affilée. Franchement, Rosas Namajunas, j'applaudis. Weili Zhang, j'applaudis. Honnêtement, Weili Zhang, j'applaudis. La meuf, elle est dans le turfu. Elle est dans le futur du turfu, tu vois, pour vous dire. Regardez juste comment elle a inhibé Suarez sur toutes ses tentatives de takedown, ses tentatives les projections, les contres qu'elle lui a mis, que ce soit après en striking. Pourtant, elle est plus petite en général que ses adversaires. La longe et tout, elle a pas la plus grosse allonge de la KT. Et tu sens que quand elle touche, quand ça fait mal, quoi. Tu vois, quand elle touche Weili Zhang, tu vois que ça envoie, quoi. Ça dégomme un peu et c'est significatif, ces frappes. Encore à corps, elle est... Enfin, t'arrives pas à la ramener au sol. Suarez, combien de fois elle s'est épuisée à essayer de la ramener au sol. Elle arrivait pas, soit elle se faisait contrer. Et c'était Weili Zhang qui était en top position. Elle se faisait marteler. Mis à part le premier round où elle a eu un peu de mal dans les premiers, mais à part ça, Weili Zhang, franchement, voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Elle domine, elle a le monopole de sa KT. L'UFC a le monopole du MMA. Weili Zhang, elle a le monopole de sa KT. Et point barre, tu vois. La preuve le week-end dernier. Pourtant, comme j'ai dit, hein, Suarez, c'est une combattante solide. Hein, elle fait pas du mytho-jitsu. Hein. Mais comme j'ai dit juste avant, je la vois personne lui prendre son trône et sa couronne. Je vois personne. À part quand elle arrêtera sa carrière. Et tu vois même Dana White en post-conférence. Il a dit, hein, elle peut me demander ce qu'elle veut, Weili Zhang, je lui donne, quoi. Je lui donne, il n'y a pas de souci. Elle a carte blanche à l'UFC. Et quand ton boss il dit ça, en fait, t'as tout gagné, quoi. Tu vois, t'as tout gagné. T'as carte blanche, quoi. Voilà pour Weili Zhang. Maintenant, on va parler DDP. Dricus du Plessis. DDP alias le FDP. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. DDP, le FDP. Bref, on va parler de... Je rigole hein, quand je dis le FDP. DDP. Congrats, DDP. Je vais pas parler trop de Dricus du Plessis, surtout... mais je vais surtout parler de Strickland. Pourquoi je dis ça? Parce que Dricus, lui, honnêtement, il a fait son boulot, hein, il a défendu sa ceinture, il a
Ah, il a dominé son sujet que je. Enfin, voilà. Strickland, lui, ben, je vais plus me focus sur Strickland parce qu'il n'y a rien fait, tu vois. Il n'y a rien fait. Invisible, c'était nobody, Son Strickland. Là. Je pense que même Son Strickland, il est parti des États-Unis jusqu'à Sydney en Australie, juste pour une conf de presse. Il n'était pas là pour fight, tu vois. Il est juste venu pendant une demi-heure faire une conf de presse pour parler de la Tchétchénie de Khamzat. Je crois en fait, il savait pas qui combattait, tu vois. C'était un journaliste. Son Strickland, c'était un journaliste. Il était juste venu faire une interview devant tout le monde et parler de la Tchétchénie. À part ça, et son pote Mitchell, aka Hitler. À la tienne. Non, mais je pense que je vais plus focus sur Strickland parce que DDP lui a fait le taf, il a gagné, il a dominé, unanime, il a défendu son titre, il a pété le blast de son adversaire. Lui, voilà, il a fait son métier. Mais Son Strickland, il n'a pas fait son métier. Lui, non, il était pas là, hein, il a rien fait du tout. Hein. À part ça, il n'y a rien fait. Il y a R, Walou, nada, rien. On dit souvent que pour faire un bon fight, il faut être deux. Ouais, la preuve que c'est vrai, parce que la vérité, Dricus du Plessis, là, DDP, pour moi, c'était Tom Hanks dans Seul le Monde, hein, et Wilson, c'était Son Strickland. DDP, il était tout seul sur son île, quoi. Dans l'octogone, il était tout seul. Il n'y avait pas d'adversaire, il était vraiment seul au monde. Il y avait R, quoi, tu vois, il y avait R. Strickland... C'était l'homme invisible, ça je l'ai déjà dit. Je sais pas si après la conf de presse qu'il a fait sur la Tchétchénie, sur Khamzat, sur la politique là-bas, il s'est peut-être, je sais pas, peut-être il a reçu un coup de fil de Kadyrov juste après la conf et Kadyrov lui a dit écoute, tu vas perdre, tu vas te faire démolir, tu vas te faire casser ton nez, ta gueule. Et tu répondras de rien. Ou sinon, j'envoie une équipe te chercher. Et je pense que c'est ça. Il a reçu un coup de pression de Kadyrov après la conf et il a fait juste acte de présence pendant la Fight Week. C'est tout, tu vois. Je vais pas m'attarder sur ce fight-là. Hein. DDP a dominé son sujet. Hein. Même s'il y a un style un peu particulier, il boxe pas comme tout le monde, il strike pas comme tout le monde. C'est vraiment peu académique, hein, le style de DDP. Mais à part ça, tu vois que ça marche, tu vois que ça fonctionne. Même si on se dit c'est pas propre, c'est pas beau. Mais quand tu connes la gueule deux fois de Son Strickland, quand tu bats Whittaker, quand tu mets KO comment il s'appelle, Adesanya, et que tu es champion, que tu défends ton titre, ben la performance valide la méthode, hein, si j'ai envie de dire, hein, dédicace à Boulox. La performance valide la méthode et bah, c'est validé, quoi, tu vois, on voit que c'est pas académique, ça fait ses preuves, quoi, tu vois, ça fonctionne. Et pourquoi on va dénaturer et pourquoi il va aller dans un club de striking, de boxe anglaise ou de kickboxing pour dire non, ton job ça doit être comme ça, on engage l'épaule, la hanche, la cheville. Non, tes middle ou tes high kick font envoyer la hanche, lever le talon et faire une rotation. Comme si tu découpais. Non, il va pas faire ça. C'est du MMA, c'est pas du kickboxing, c'est pas de la boxe anglaise. Ça marche, c'est chaotique, c'est imprévisible. On n'arrive pas à le lire, ça perturbe pendant un combat. Pourtant, à la base, Strickland, il y a un style aussi un peu particulier avec une garde particulière. Lui aussi, il est imprévisible aussi. Mais il y a inhibé Strickland, tu vois. Il y a un style complètement chaotique DDP. Et vraiment illisible. Mais c'est juste ce qui fait sa force, hein, quand tu regardes bien. C'est l'imprévisibilité, la lecture qui est vraiment chaotique. Et ça, vraiment, ça perturbe.
La suite pour DDP, pour nous, Cocorico français, on espère et on croise les doigts. On touche du bois, on met la main sur la tête, du singe, ce que vous voulez. On espère que ce sera pour notre Nassourdine nationale, qui est classé Contenders numéro 2 dans le classement, qui était juste derrière Strickland, Contenders numéro 1. Si tu suis la logique sportive, Nassourdine est sur 4 victoires d'affilée. Si tu suis la logique sportive, normalement ce serait clairement notre Nassourdine Imavov qui devrait combattre prochainement contre DDP, et on l'espère vraiment. Maintenant, tu sais que l'UFC font ce qu'ils veulent dans leur orga, c'est l'organisation, ils choisissent qui ils veulent contre qui ils veulent, même si souvent, des fois ça n'a pas de sens, on va dire, des fois ça n'a pas de sens. On voit qu'ils font un peu ce qu'ils veulent dans leur tambouille et ils mettent les noms comme ils veulent, et la logique sportive est pas souvent respectée. Quand tu regardes bien, c'est une organisation privée, ils sont là pour faire de l'oseille, et si un Duplessis ramène plus d'oseille, un Duplessis Khamzat ramène plus d'oseille qu'un DDP Imavov, et ce qui est la vérité, Khamzat est une big star dans l'organisation, c'est un gros nom. Après, il peut pas combattre il peut pas combattre aux États-Unis. S'il y a un UFC Riyad et que les Saoudiens lâchent beaucoup d'oseille pour ce combat-là, et que Khamzat a une grosse commu là-bas, et honnêtement, ils vont pas se priver à mettre un DDP Khamzat qu'un DDP Imavov qui serait logiquement logique. Maintenant, on a vu, et même DDP a fait une conférence presse post-fight après sa victoire contre Strickland. Il l'a dit clairement que peu importe mon envie, peu importe qui j'ai envie de combattre, que ce soit Imavov, Borralho, Khamzat, mais tout le monde sait que qu'est-ce qui fera plus d'oseille? Est-ce qu'un DDP Khamzat ou un DDP Imavov? Il a souri et il a dit clairement ce serait c'est Khamzat qui se vendrait le plus. Maintenant, on a vu une réaction de Nassourdine Imavov qui a posté juste après sur ses réseaux X il était prêt, il était chaud, que c'était le moment, qu'il était prêt à combattre Duplessis, et il a tagué Dana White et Mick Maynard, le matchmaker de sa catégorie à l'UFC, et voilà, on attend ce que l'UFC va décider, mais honnêtement, on aimerait tous. Imavov, c'est mérité, c'est un vrai 84 kg. Khamzat Chimaev il a fait que 3 combats dans cette catégorie-là. Il vient à la base des 77 kg. Il a fait 3 combats en 84 contre Hollande, où il a fait masterclass, clairement. Où Whittaker, il a fait passer pour un enfant, une masterclass. Où il y avait un peu plus de mal, c'était contre Kamaru Usman. Notamment au niveau de son cardio, on a vu qu'il était un peu dans le rouge à partir du troisième, je pense, deuxième, troisième, je sais plus. Il était vraiment dans le rouge, pardon. Sinon, voilà. On attend la réponse de Oncle Dana, en espérant qu'il mettra Imavov, qui est mieux classé que Khamzat. Voilà, l'avenir de toute façon nous le dira. On espère tous notre Nassourdine nationale, avec cette première ceinture de l'UFC en France, on espère tous. Voilà, en tout cas c'est lui avec Manon Fiorot qui se rapproche le plus, même si Manon Fiorot pour l'instant ça fait un moment on n'entend pas de news, rien du tout. Après c'est une meuf, c'est pas la même chose, je suis pas misogyne, mais ça c'est moins vendeur entre guillemets,
Mais voilà, c'était pour moi, c'est tout pour moi pour le débrief de l'UFC 312. On n'oublie pas les enfants, c'est vraiment vraiment important. On s'abonne à la chaîne OKLM Radio. J'aurai d'autres vidéos qui vont sortir. Il y a un site internet qui va avoir les réseaux. Je vais poster les news UFC et du MMA FR. Bref, si vous voulez vraiment entendre le vrai MMA, c'est ici que ça se passe. Ciao et prenez soin de vous. Ciao, peace.